Bienvenue dans votre trio économique. Duo. Aujourd'hui, ouais, ça va être un duo aujourd'hui. Frank va voir sa maman au Non, 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 Lac-Saint-Jean. non, non, non. Frank, il se prépare. Il est en train de préparer sa candidature pour le PQ, là. Ouais, mais il va demander la permission à sa mère avant. Ah, OK, c'est vrai, ça fait du sens. Quoi qu'au Saguenay, ils sont tous des péquistes, right? Quand même. Le Quand lac, le même. Saguenay, c'est pas vraiment différent, right? Je sais plus, je m'en sac, je suis de l'île au génie. Ouais. Exact. Hey, aujourd'hui, on mange du syndicat, mon ami Gelozo. On mange du syndicat. Non, non. C'est pas très comestible du syndicat de la fonction publique, là. Ouais. Hey, parce que là, tout est bien, par exemple, tu es en Virginie. Là. Moi, la semaine prochaine, mardi, mercredi, jeudi, les enfants n'ont pas d'école. C'est journée de grève au Québec. Euh, Chris, il y a des services essentiels, mais ça, c'en est pas un, l'éducation. Moi, ça m'épate, honnêtement. Là. Je ne comprends pas. Ben, écoute, je vais te dire de quoi. Peut-être que ça vaut la peine avant qu'on démontre le document. Parce qu'en gros, ce qu'on va faire là, pour les auditeurs, il y a un document que Frank a trouvé qu'eux, ils partagent sur les mythes des finances publiques. Mais Exact. avant qu'on passe à ça, je pense que c'est peut-être le temps de se rappeler une phrase qui était partagée tant par Calvin Coolidge aux États-Unis que par Franklin Delano Roosevelt, donc de gauche jusqu'à droite. There is no right to strike against the public anytime, anywhere. L'État ne devrait pas. C'est la seule place que je suis prêt à, pour des raisons philosophiques, d'empêcher la syndicalisation. J'ai pas de problème avec les syndicats privés. Il y a bien des gens de gauche qui vont dire que j'aime pas les syndicats. J'ai pas de problème avec les syndicats dans le secteur privé. Ça fait partie de la vie associative. Par contre, je veux pas que tu forces les gens à négocier avec un. Si un employeur veut pas négocier avec le syndicat puis veut négocier individuellement, c'est aussi son droit. Mais dans la fonction publique, il y a quelque chose de différent. L'État est le seul producteur de ce service. Donc là, ce que tu as, c'est que tu as Pas de concurrence. un monopole syndical. Exactement. Tu as un monopole syndical qui se juxtapose avec un monopole de production. Ça, c'est la pire chose que tu peux avoir. Premièrement, parce que même quand c'est des monopoles privés avec des monopoles syndicaux, le résultat, c'est une baisse de la production assez massive. Ici, c'est une baisse de l'offre de service, une baisse de la détérioration de la qualité de service, parce que qu'est-ce qui se passe? C'est qu'un monopole a une rente et le syndicat et le monopoliste se partagent la rente, mais le payeur, au final, c'est le contribuable. Fait que là, on le voit avec ces grèves-là. Le public est sacrifié un peu pour Oui. le syndicat et l'État. Puis on va aller plus loin que ça. À la base même, c'est pas juste qu'on a un taux de syndicalisation élevé au Québec, c'est pas juste que les syndicats prennent beaucoup de place, c'est même dans sa façon d'aborder la gestion de son personnel, le gouvernement, la gestion de ses syndicats, le fait que la négociation soit extrêmement centralisée, c'est encore plus problématique. Je veux dire, au-delà du syndicalisme, la centralisation syndicale est encore c'est pire, honnêtement. Dans le sens que on pourrait peut-être vivre un peu plus facilement avec le syndicalisme si chacun des établissements scolaires, chacun des hôpitaux, chacun des CLSC, chacune des petites unités de services publics aurait à négocier soi-même avec son propre syndicat, Yep. pourrait avoir des salaires différents de région en région, d'établissement en établissement, pourrait avoir des packages d'assurance collective différents, pourrait avoir des packages de retraite différents. Mais au Québec, c'est pas ça. On a centralisé la retraite, on a centralisé leur package d'assurance collective, on a centralisé leur salaire et on a centralisé tout ce qu'on appelle le normatif. On a fait une convention, ça d'épaisse, pour dealer avec tous les petits aspects du travail. Ouais, mais là, si le concierge me fait des yeux croches, qu'est-ce qui arrive? Va lire ta convention, c'est écrit dedans. Ouais, mais là, si le patron ne m'a pas dit bonjour le matin, qu'est-ce qui arrive? Ben, va lire ta convention, c'est écrit dedans. On a tout écrit dans ces conventions-là. Je te dirais que philosophiquement, j'aime bien l'idée, mais j'ai des doutes sur si ça fonctionnerait bien de casser les négociations entre l'État. Donc, tu aurais des négociations récurrentes. Tu aurais tout le temps, le président du Conseil du Trésor serait toujours en négociation chaque semaine avec un autre groupe. Non, en Ça serait réalité, tout ça. moi, je le vois plus comme vous avez vos budgets, vous avez vos employés, dealez avec vos employés. Oui, oui, mais ça serait ça, mais au final,
Ouais. C'est quand même des employés de l'État. Ce qui se passerait, c'est que le ministère donnerait des agents, il y aurait des arbitres décidés ou des Ouais. mandataires de l'État, et ça serait probablement 90% de ce que le Conseil du Trésor fait. J'aime l'idée, mais je peux voir aussi des inconvénients dans le sens que les petits syndicats locaux, où est-ce que c'est plus difficile d'avoir de l'information, mais aussi tu as plus d'agents à superviser, donc tu pourras avoir de la collusion entre le ministère et certains syndicats locaux. Je pourrais imaginer des choses encore pires. Mais je pense que c'est encore mieux puis qu'on ramène cette idée-là sur la table parce que pendant longtemps, elle avait un long prestige. Puis c'était quelque chose qui allait de gauche à droite. Donc, tu sais, aux États-Unis, c'était Calvin Coolidge, républicain, et Franklin Delano Roosevelt, démocrate. Les deux étaient d'accord. Franklin Delano Roosevelt, c'est pas un gars de droite, là. C'est de la gauche progressiste de l'époque avec le New Deal, toutes ces choses-là. Lui-même disait que c'était pas une bonne idée parce que le monopole public, non seulement c'est un monopole public, mais il ne joue pas avec son argent. C'est Non, non. l'argent de quelqu'un d'autre. Donc, le mésalignement des incitations est absolument atroce. C'est pour ça Ouais. que ce que tu vois, c'est que, tu sais, même sans tenir compte des régimes de retraite, si je prends la rémunération des fonctionnaires, des travailleurs du secteur public, puis que je tiens toutes choses étant égales par ailleurs, donc l'âge, Sécurité l'éducation, d'emploi. mais même pas encore la sécurité d'emploi, juste le salaire. Au Québec, les régressions qui permettent de tester ça, c'est 9% plus de salaire que les comparables dans le secteur privé. Mais là, ça, Ouais, mais c'est les juste avec comparables dans la. le secteur privé, oublie pas la passe, hein. Eux autres, ils ont toujours fait des comparables en disant non, non, faut que tu nous regardes avec les entreprises de 200 employés et plus. Oui, bien moi, les contrôles que je fais, c'est justement. En fait, eux, la chose qui est faite, c'était. Puis ça, j'avais démonté à un moment donné l'étude de l'ISQ parce que. Puis ça, c'est la partie, tu sais, des fois, c'est un peu comique. L'ISQ, c'est des fonctionnaires qui produisent Ouais. l'étude que. Une des choses qui est faite, par exemple, c'est qu'ils choisissent. C'est neutre et indépendant. Ouais, ouais. Ben, il y a des paramètres de l'étude qui sont pré-choisis et ce n'est pas une régression que l'ISQ fait. Ce que tu veux faire, c'est des tests statistiques, de dire toutes choses étant égales par ailleurs. Moi, les études que je cite présentement, ce qui se passe, c'est qu'on prend comme variable qu'on regarde le salaire horaire et après, on explique ça par le genre, l'éducation, l'âge, l'expérience, le domaine en particulier, santé, éducation, services postaux, peu importe. Après ça, on ajoute la taille de l'entreprise dans laquelle la personne travaille. Donc, es-tu dans une entreprise de 0 à 5, 5 à 25, je pense, 25 à 100, 100 à 500, 500 et plus. On regarde ça. On regarde aussi dans quelle région tu es, parce que ça a l'air con, mais Ça euh, compte. ben, c'est ça, par exemple. L'ISQ, eux autres vont dire les 500 et plus, mais ils se comparent, par exemple, avec Bombardier Produits récréatifs, qui a des salaires réels beaucoup plus hauts parce que l'origine est dans les cantons de l'Est où les prix sont beaucoup plus bas. Donc, les salaires réels sont plus importants. Tu veux contrôler pour l'emplacement. J'ai-tu Et raison de finalement, penser, par exemple, que l'employé syndiqué, fonctionnaire, slash infirmière, peu importe, de la région de Montréal est probablement sous-payé présentement? je ne sais Alors, pas ça. non, mais attends un peu. Alors que l'employé du bas du fleuve et du lac Saint-Jean est probablement surpayé de son côté. Ben, ça pourrait être faisable si on pouvait prendre les deux. En fait, je pourrais le tester parce que tu fais ça avec l'enquête, le LFS, j'oublie le nom en français, l'enquête de la population active, Labor Force Survey. Puis tu as toutes les micro-données des gens, puis tu peux faire les tests que je viens de mentionner. Puis je pourrais le diviser par région. Puis je pourrais ajouter le critère, es-tu dans une région rurale ou non? Et en région rurale, je pourrais découvrir si, ou semi-rurale, donc savoir dans quel type de ville tu es. Je pourrais avoir si le résultat est différent en segmentant l'échantillon. Mais au final, le point que, puis ça, c'est l'étude que l'ISQ ne vont jamais mentionner, eux, ce qu'ils regardent, c'est la rémunération totale. Avec les tests statistiques, moi, je trouve, puis toute la littérature, sauf l'ISQ, trouve que c'est à peu près 6 à 12%. Fait que le 9 que je mentionne, c'est le midpoint. L'ISQ, eux, ils trouvent, ben, il y a un désavantage de 3% pour le public de la manière dont ils font la comparaison. Puis c'est pas un contrôle, là. Ils ne tiennent Sais-tu pas pourquoi j'y compte. crois pas? Ah, moi, Non, mais sais-tu pourquoi j'y en crois fait, pas? je vais trouver l'étude, tu le mettras Ouais, dans non, les liens, ce que j'avais euh, fait. je sais, mais sais-tu pourquoi j'y crois pas de leur côté? C'est que j'ai jamais rencontré quelqu'un qui me dit que, comment je te dirais ça? Le gouvernement a pas de difficulté à engager. Ils nous disent qu'ils ont des pénuries de personnel, là. Mais je veux dire, comment je te dirais ça? Les gens que je sais qui travaillent au public,
souvent, ils vont un peu à contre-cœur dans le sens qu'ils trouvent que le package de salaire est pas pire. Ils trouvent que les assurances collectives sont pas pires. Ils trouvent que le fonds de pension est pas pire. Il y a plein d'aspects de leur job qui les écœurent souvent, mais ils restent toujours chez l'employeur en bout de ligne. Ils sont bien, ils sont confortables, ils sont pas maltraités. Mais comment je te dirais ça? Je trouve que les cycles économiques qu'on vit dans le secteur privé, puis les difficultés qu'on a des fois avec la main-d'œuvre, des fois il y a une surabondance de main-d'œuvre, des fois le taux de chômage il monte. Mais le principe de la sécurité d'emploi, là, les gens au public, ils vivent pas ces fluctuations-là de leur côté. Il n'y a jamais de mise à pied massive. Il n'y a jamais. Tu sais, les gens qui vont travailler là, ce qu'ils ont été chercher, c'est d'abord et avant tout une quiétude, une tranquillité d'esprit, une sécurité d'emploi. Ils ont souvent une vie en dehors du travail très active. Ils vont vraiment, tu sais, ils font leur temps là vite, puis après ça, ben, ils font d'autres choses de leur vie, autrement dit. Là. Ils servent de l'emploi pour amener du pain sur la table, ça finit là. Mais je veux dire, le gouvernement n'a jamais vraiment de difficulté à engager. Là. Les gens, Non, puis les gens, quand ils il y a une pensent raison. puis j'ai souvent parlé à des gens qui pensent à quitter le secteur public, ou ben non, qui ont quitté le secteur public au fil du temps, puis ils ont été torturés pour vrai dans leur décision avec cet asti de fonds de pension-là. Parce que c'est une discussion qu'on a ensemble. Elle veut pas, c'est le bout que je m'occupe avec eux. Puis ils sont là, ils disent est-ce que je perds de quoi de partir? Tu sais, j'ai le goût de partir, je suis tanné de ma job, je veux plus travailler là. Qu'est-ce que je perds? Qu'est-ce que je perds? Puis là, tu sais, je leur explique tu perds rien, tu pars avec. Tu sais, c'est à toi, ce fonds de pension-là. Tu es capable de le placer toi-même, puis il n'y aura pas de problème. Tu sais, ça va bien aller. Mais oui, il va fluctuer. Tu sais, maintenant, tu vas le voir bouger en fonction de la bourse. Mais tu sens vraiment que leur esprit est torturé pour dire si je quitte le secteur public, est-ce que je perds quelque chose? Fait que ça, j'ai pas de misère à penser qu'il Ben, y a des gens qui tu se sentent vois, il y a attachés. une manière, il y a une manière de le tester. Fait que dans plusieurs pays, il y a des gens. Fait que là, la sécurité d'emploi, là. Fait que là, tout ce que j'ai dit, c'était basé. Puis après ça, on ira sur les mythes, là, Ouais. euh, quand tu prends toute la rémunération du secteur public. En fait, je voudrais ajouter un truc aussi sur la syndicalisation, là. Toute la sécurité d'emploi, fait que juste en prenant juste la rémunération dans les chiffres que j'ai mentionnés, le 6 à 12 avec le midpoint à 9, c'est tout sans inclure les régimes de retraite, le temps de travail, OK, parce que le taux horaire est là, mais il y a un autre aspect qui est souvent oublié, et parce que je vais ajouter un petit détail après ça sur ça, et la sécurité d'emploi et les régimes de retraite. La sécurité d'emploi, quand on fait des tests économétriques dans d'autres pays où est-ce qu'il y a eu des textes ou des offres qui ont été faites de dire ben, tu peux avoir un salaire plus élevé, mais tu es virable, la sécurité d'emploi était valorisée quelque part entre 3 et 28. Ouais, ça vaut de Donc, quoi, tu là? prends le salaire, exactement, tu prends le salaire, les gens sont prêts à dire que ça vaut 3 à 28. Puis là, c'est là que les régimes de retraite entrent en compte. C'est encore plus important à cause des régimes de retraite. C'est pas 3 à 25 parce que, oublions pas que le REGOP au Québec est un régime à prestations déterminées. Et il se détermine, là, j'oublie les détails, mais c'est sur une moyenne des meilleures années. Ben écoute, je vais te donner les Si, détails, puis vous allez trouver que c'est un peu débile, les détails. ouais, Mais la mais je veux moyenne. juste dire un truc. Juste dire le truc avant que tu dises ça, là, puis ce que tu vas dire, ça va juste pile it on top. Si tu ne changes pas d'emploi souvent, ta moyenne des 5 meilleures années, là, tu vas avoir cotisé plus longtemps, mais ta moyenne des 5 meilleures années, tu vas continuer d'avoir grimpé Ouais, les l'échelle 5 dernières. juste naturellement. Fait que tu vas avoir une moyenne plus élevée. Fait que juste parce que le travailleur du secteur public ne change pas d'emploi souvent à cause de la sécurité d'emploi, quand j'étais à l'Institut dans le temps, on avait eu un actuaire qui avait fait une simulation de combien la personne aurait eu de plus en régime de retraite relativement au privé, où est-ce que tu changes de temps en temps. Donc, Je tu as me des rappelle de années de cette étude-là. non-cotisation. Et c'était que, à toutes choses étant égales par ailleurs, le régime d'avoir été dans le secteur public, le régime de retraite vaut 41 en plus à cause de la sécurité d'emploi que la personne qui est dans le privé avec des cotisations déterminées, où est-ce qu'il doit changer de temps en temps de job et pendant qu'il change, il n'est pas en train de contribuer à un régime de retraite. 41 en plus. Fait que là, on a un écart salarial positif auquel on doit ajouter la sécurité d'emploi, donc la vie tranquille. Et aussi, sur ta richesse, sur ta vie complète, 41 en plus. Ça commence à être gros, là, le régime, les avantages du secteur public. C'est plus Ce des que, petites pinottes.
Ce que Vincent dit sur le 41%, là, l'idée derrière ça, c'est la suivante, OK? C'est surtout pour les gens qui vont avoir des promotions principalement également. Yep. Parce que, tu sais, mettons que tu as un emploi très standard et tu n'as jamais vraiment de promotion. Tu fais juste monter au fil de tes échelons. Les gens vont topper autour de 15-16 ans d'expérience. Leur salaire va pratiquement augmenter juste avec l'inflation. Des fois, ils ont 16, 17, 18 échelons, je ne sais pas trop, mais chacun des échelons, il y a des augmentations de prévues à chaque. Mais si tu restes toujours dans le même emploi, tu sais, tout se tient. Fait que si tu commences avec un salaire de 45 000 puis tu finis avec un salaire de 75 000 à la fin, tu vas avoir cotisé toute ta vie avec ce genre de salaire-là, entre 45 et 75. Ton taux de cotisation est en fonction de ça. Puis quand tu prends la retraite, on fait le calcul sur tes 5 meilleures années. Si tu es un cadre du gouvernement, c'est tes 3 meilleures années. Mais ça a une importance parce que si toutes les années que tu as cotisé, tu gagnais 45 000 en bout de ligne, tu prends ta retraite, ta moyenne va être plus autour de 75 éventuellement. Fait que ça compte. Mais la chose qui est spéciale, c'est ceux-là qui ont des promotions. Surtout les promotions de faire carrière, c'est encore pire. Tu as travaillé toute ta vie autour de 45 à 75, sauf que dans tes 5 dernières années, tu as eu une promotion. Tu deviens cadre au gouvernement. Fait que là, tu passes à l'autre régime. Tes années de service comptent. Là, ça devient tes 3 meilleures années. Puis mettons que tu doubles ton salaire, tu es rendu à 150 000 par année ou 200 000 par année, par exemple, parce que tu as vraiment pogné le poste que tout le monde veut. Tu fais 3 ans là, puis ton régime de retraite, même si, je vais dire de quoi, un exemple qui est fou, mais tu as travaillé 25 ans sous le REGOP avec des augmentations normales, tu deviens cadre, tu travailles 3 ans là, tu gagnes 150 000 par année, mais ta moyenne qui va être utilisée dans le calcul, ça va être 150 000 par année. Pourtant, tu as cotisé toute ta carrière avec un salaire... À 45. Exact. Ça, imaginez-vous comment c'est débile, cette affaire-là. Ça n'a juste pas de sens. Là. Ça n'a juste pas de sens. Ça devrait être éliminé d'office. Parce que quand vous, avec le gouvernement, vous en avez un régime à prestations déterminées, les gens avec le gouvernement. Tout le monde en a un. Il s'appelle la RRQ. La RRQ a un avantage sur le REGOP beaucoup mieux indexé. Parce que le REGOP, un moment donné, là, il ne suivait plus. Ils ont été obligés d'enlever de l'indexation là-dedans. Ça n'avait pas d'allure. Mais la RRQ, il est mieux indexé que le REGOP. Ça, c'est son avantage. Son désavantage, par contre, le calcul de la RRQ, à votre avis, est-ce qu'on vous permet d'avoir le même calcul que ceux-là du REGOP? Est-ce que c'est les 5 meilleures années, à votre avis? Non. Ça vous savez quoi? On prend toutes vos années de vie adulte, de 18 au moment de votre demande de prestation. Donc, vous demandez votre retraite à 65 ans, par exemple. Donc, de 18 à 65 ans, on prend toutes ces années-là. On ajuste les salaires à l'inflation quand même dans le calcul, mais on va calculer la moyenne sur toutes ces années-là. On est gentil. On va vous permettre d'en enlever entre 7 et 8 à peu près. Fait que s'il y a des années que vous n'avez pas gagné d'argent parce que vous étiez à l'école, vous étiez en congé de maternité, vous avez pris votre retraite un peu plus tôt, on va vous permettre d'enlever ces années-là. On est généreux quand même, on vous permet d'en enlever 7. Fait que sur une période de 47 ans, potentiellement, c'est ça, de 18 à 65, 47 ans. Sur une période de 47 ans, on va te permettre d'en enlever 7 ou 8 à peu près. Fait qu'on va faire ta moyenne sur les 39 à 40 autres. Tandis que le REGOP, eux autres, c'est sur 5 ans. Puis le régime des cadres du gouvernement, c'est sur 3 ans. Avez-vous pensé comment c'est débile? En fait, le régime des cadres devrait être probablement une plus longue période pour faire la moyenne que juste 3 ans. Là. Fait que, mais là, ajoute tout ça, il n'y a aucune possibilité que le secteur public soit moins rémunéré que les comparables dans le privé. C'est juste impossible. Puis ça revient à ce que je disais sur la nature des syndicats dans la fonction publique. Tu es en train de négocier avec quelqu'un qui a besoin de se faire réélire pour de l'argent qui n'est pas le sien. Et comment tu veux que des incitations mènent à des résultats qui soient désirables dans un cas comme ça? C'est sûr que tu vas avoir un secteur public qui est plus large que nécessaire. C'est pour ça que c'est bien mieux d'avoir, à la limite, si on est pour avoir des syndicats publics, ça serait beaucoup mieux d'avoir des villes, des gouvernements décentralisés qui se font compétition sur les services publics de telle sorte que au moins, tu mets un peu une main de restreindre. Tu as quelque chose sur les rênes que le contribuable a en disant je peux quitter. Mais si tu as ça sur l'entièreté d'une province, ben, tu n'as plus ce mécanisme fédératif-là qui préserve la possibilité d'abus. Mais encore mieux, ça serait de dire
On n'a aucun problème avec les syndicats dans le secteur privé. On n'a aucun problème à ce qu'ils soient reconnus, même à ce que, dans certaines conditions, l'employeur doive les reconnaître dans certaines conditions. Et là, on met ça sur la table comme ça. Mais une fois que ça c'est dit, de dire qu'il ne devrait pas en avoir dans le secteur public. Parce que dans le secteur privé, il y a une chose qui fait toujours que, peu importe le syndicat qui est toujours un check and balance, c'est que si le syndicat demande trop à la firme disparaît et donc le syndicat perd aussi. Il y a une symbiose dans un marché compétitif entre le syndicat et le travailleur et même il y a de la littérature économique qui a une justification positive, dans le sens pas normative, mais positive, que dans ces cas-là, en fait, ça réduit les coûts de négociation, ça réduit les coûts de coordination entre les travailleurs. Donc, il y a un avantage même à des syndicats dans le secteur privé. Je suis prêt à défendre cette littérature-là parce qu'elle fait des bons points. Mais dans le secteur public, tous les arguments qui sont pro-syndicat ne s'appliquent plus. Ils ne sont plus valides à cause que tu juxtaposes deux monopoles et deux monopoles qui n'ont pas leur argent en jeu. Ce n'est pas l'argent de l'État qui apparaît, c'est l'argent des contribuables via l'État. Et au final, un politicien qui veut se faire réélire s'en fout un peu. Et on avait le meilleur exemple de ça au Québec pendant longtemps, puis on l'a oublié, dans le build-up du référendum de 1980. Jacques Parizeau avait donné des augmentations de salaire mirobolantes au syndicat. Oh oui, il y avait eu des grosses augmentations des salaires de la fonction publique parce que les syndicats avaient fait une grève. Tu peux trouver ça, les grèves du secteur public 1978-79. Ils savaient que le référendum s'en venait et ils savaient que le PQ ne pouvait pas se permettre d'hériter les fonctionnaires. Donc, ils ont demandé des choses absolument pharaoniques et ils les ont eues. Le downside, c'est qu'une fois qu'ils ont perdu le référendum, il y a eu la main qui a donné a été la main qui prend. Et il y a eu un pullback. Donc, tu le vois ici que la désincitation, un exemple historique de la désincitation, du mésalignement des incitations avec le secteur public. Ouais, c'est hallucinant. Puis j'essaie de le trouver, je le trouve pas malheureusement, mais j'avais le taux de cotisation historique du Régop. Puis ça, c'était vraiment spectaculaire, cette affaire-là, parce que ce que tu voyais, c'est au début des années 2000, Bernard Landry avait baissé le taux de cotisation du Régop, juste avant les élections. Puis ça m'avait tout le temps épaté. Il n'y avait aucune justification actuarielle de faire ça. Puis ça avait été baissé juste avant les élections. Il faut se rappeler qu'en 2002-2003, le PQ était troisième dans les sondages pendant des longs moments. C'était l'ADQ pendant. Il y a eu la petite fenêtre de popularité de l'ADQ pré-2007 qui avait été. Puis il y avait des moments dans les sondages où le PQ était comme à 18-19%. La peur était qu'ils allaient perdre. Donc, Bernard Landry avait essayé de se cimenter le vote du secteur public en faisant des affaires comme ça. Après ça, les gens se disent « Vincent, tu es cynique à l'égard de la politique. » Ben, je m'excuse, mais oui, il y a une raison, puis c'est dans la vie au quotidien, tu peux le voir. C'est capoté. On passe à travers leurs documents là, pour montrer toutes les cochonneries qu'ils disent. Ah, je l'ai fait un peu. On va ramener ça ici. Yes, good. Bon piton. 9 mythes sur les finances publiques du Québec de la part du Front commun. Hey, écoute. Lire au travers ça m'a fait... Le nombre de tournants étranges qu'ils ont fait est absolument malhonnête. Publié par le Front commun. Ça, c'est la CSN, la CSQ, la FTQ et l'APTS. La FAE, la Fédération autonome de l'enseignement, pas l'air là-dedans. Ça, c'est des crinqués, ça. J'oublie quel syndicat est quel syndicat, mais... La FAE, c'est un des plus crinqués de la gang. Mais malgré que je pense que c'est peut-être relié à une CSN, je sais pas. C'est tellement... C'est tout le temps même en arrière, de toute façon. 9 mythes sur les finances publiques du Québec. Ça vaut-tu la peine de lire ça tout au long de la crise COVID-19? Le Québec est en déficit. Mythe numéro 1. OK, attends un peu. Mythe numéro 1, le Québec est en déficit. OK. Ben, en fait, ce qu'ils essayent de dire dans celui-là, c'est que la dette du secteur public, le déficit va arrêter, va être résorbé d'ici 2025, 2026, je pense, le chiffre qu'ils donnent. Mais le problème, c'est la chose qu'ils ne veulent pas dire, c'est que c'est vrai que techniquement, le déficit est résorbé
d'ici 2025-2026. Ça, c'est de un, des projections basées sur des projections de croissance, des projections de revenus. Puis il n'y avait pas le choix, by the way, à cause de la loi sur l'équilibre budgétaire. Fallait que le budget T'as vu redevienne. exactement où je m'en allais. Fait qu'il y a des bonnes raisons de croire. Puis surtout, on se rappellera que dans le dernier budget, Éric Girard nous avait donné les expectatives de croissance les plus pharaoniques. Et l'économie va croître, je pense qu'il disait 3% par année, alors que tout le monde est entre 1 et 3. Je dirais 3, c'est le top. Fait que lui, il a choisi le haut de la fourchette. OK. Donc Ah oui, là, puis en fait, le budget se balançait. Moi, je vais vous donner les conditions gagnantes d'Éric Girard dans le scénario de base. Pas le scénario optimiste, le scénario de base. L'offre salariale présentée à la fonction publique était acceptée telle qu'elle. Pierre Fitzgibbon n'était pas ministre. Non, non, non. Ça, c'est dans les conditions optimales. Non, je te parle du mois de mars. Là. Non, je sais. Ensuite, les taux d'intérêt allaient baisser en 2023. Nope. L'inflation allait être contenue en 2023. Pas encore sûr. Pas arrivé. On éviterait la récession également. Je pense qu'on a 2 mois de croissance de PIB. En fait, on a 2 mois de PIB négatif. Hein, tu t'en rappelles, l'article de la presse? Yep. Ouais, l'économie est à moins 100. Gang n'est pas bon. Mais pour vrai, là, ils ont corrigé le titre, mais j'ai gardé l'image pour toujours, pour me rappeler que... Qu'on connaissait rien en économie. Qu'un des produits que je devrais vendre au Québec, si jamais je faisais ça, puis j'avais voulu faire ça avec un chum, Alexis Lacombe, on voulait faire un cours d'une fin de semaine pour les journalistes, leur demander 500$ chacun. Puis on faisait un training, puis l'Alexis est beaucoup plus de gauche que moi. Puis l'idée, c'était qu'on leur donne un training avec absolument aucun biais idéologique. C'est juste, voici c'est quoi que ça c'est en simple. Donc, c'est quoi cet indicateur-là? C'est quoi cet indicateur-là? Puis on leur fait un crash course au complet de logique, tu sais, pour au moins qu'ils soient capables de ne pas écrire le PIB est négatif. Ah, parce qu'un économiste de gauche, un économiste de droite est capable de reconnaître que le PIB négatif, ça n'existe pas. Là. C'est ça. Fait au final, leur truc, fait que là, ici, c'est basé sur des projections. Donc, c'est très faible comme argument. Mais l'autre chose qui est encore plus important, c'est que tu peux résorber un déficit puis toujours être à des niveaux de dépenses et de revenus qui sont trop élevés. Parce qu'il y a la question qui est toujours en compte, c'est quoi la taille de l'État qui est optimale des services publics. Et le Québec, le point de retour à l'équilibre qui est là, même à ce retour à l'équilibre budgétaire, le gouvernement du Québec va être le 2e ou 3e plus gros qu'il n'a jamais été dans l'histoire. Les 2 autres années où est-ce que c'était plus gros, c'était les années de la COVID. Donc, tu ne ramènes pas l'État à son niveau pré-pandémie. Le déficit qui est là, si tu regardes les projections de la taille de l'État, l'État demeure en termes de niveau de dépenses publiques nettement au-dessus du pré-pandémique. Donc, ce n'est pas le bon indicateur à regarder de la santé des finances publiques. Parce que tu pourrais, imagine que l'État... Regarde, il y a une petite passe aussi. L'État fait ce que la France fait. L'État est 60% de l'économie en France, littéralement. Là. Les dépenses de l'État en France en PIB, c'est 60%. Ben, si tu as un déficit, tu n'as pas de déficit à 60%, l'État est probablement trop gros s'il prend 60% de l'économie. Fait que le déficit, ce n'est pas un bon indicateur à ce niveau-là. Oui, puis check, c'est pas le déficit, le tableau que vous voyez, là, parce que c'est l'évolution des prévisions du sol budgétaire réel. C'est ça. En petit caractère, parce que ça, c'est des syndicats, t'sais. Avant le versement au fonds de génération et la provision pour éventualité. OK. Ben là, c'est pas ça le chiffre du déficit. Nope. La comptabilité du gouvernement n'est pas faite comme ça. Le gouvernement a décidé qu'au lieu de rembourser sa dette, il mettait de l'argent dans un fonds d'investissement. C'est un choix politique qui a été fait à l'époque. Je ne suis pas d'accord avec ce choix-là. À date, ce n'est pas un choix qui nous a nui, par contre. Soyons francs. On a fait beaucoup plus de rendement que les intérêts qu'on a payés sur le fonds des générations. Ça, c'est clair et définitif. Ça pourrait être un mauvais choix dans le futur. Moi, je pense qu'on devrait mettre un montant sur la dette présentement, mais bon, c'est des choix politiques. Mais je veux dire, pourquoi vous l'excluez? Puis la réserve pour éventualité, là, c'est parce que dans une année, il y a tout le temps des fluctuations. Éventualité, c'est quoi? Peut-être une crise économique dans les prochaines années? Puis c'est là, ça, c'est la dernière chose qu'il faut qu'on dise sur ce premier mythe. Ouais, mythe. C'est que l'orthodoxie fiscale, que moi je défends depuis longtemps,
qui me met dans ce que tu pourrais appeler les économistes plus classiques, c'est que c'est correct de faire des déficits pendant des crises. Tu ne veux pas augmenter des taxes pendant des crises. Tu ne veux pas réduire les dépenses pendant des crises. C'est le pire moment de faire ça. Fait que c'est correct de faire des déficits pendant une crise. Une fois que la crise est faite, il faut que tu repayes la dette le plus rapidement possible parce qu'un jour, il va y avoir une autre crise qui va survenir et tu vas avoir besoin de l'espace de manœuvre pour revoir un peu de dette et après la repayer. C'est bon, c'est pas pour contrebalancer le cycle d'affaires, c'est vraiment pour éviter de l'accentuer avec des décisions politiques. Ça, c'est ce qu'il faut que tu fasses. Puis présentement, le retour à l'équilibre budgétaire qui est proposé ne ramène pas la dette au niveau historique qu'il devrait être, au niveau pré-pandémique, en fait. Puis là, c'est l'autre petit truc que le syndicat fait, si tu vas, je pense que c'est leur prochain mythe, la dette du secteur public. Ils font encore une petite crise de cheap shot, là. OK, la cote de crédit, c'est de la bullshit. Il n'y a aucun gouvernement qui a des cotes de crédit en bas de A. OK? C'est point barre. Ça n'existe pas des gouvernements qui ont des cotes de crédit dans le B. Puis, Juste rappeler que c'est à prendre avec un grain de sel, une cote de crédit. Solide. Les titres, les dettes de créances titrisées, ou ce qu'on a appelé les subprimes dans la crise de 2008, Standard & Poor's, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils prenaient toutes sortes d'emprunts de marde que les banques avaient faites. Là. Puis ils packageaient ça dans un titre qui disait, ben écoute, il y a une diversification. Fait que oui, il y a de la marde au travers, mais comme c'est de la marde bien mixée, ça va être de la bonne marde. Puis Standard & Poor's avait dit, oh ouais, ça c'est du triple A, ces titres de créances-là. Puis on sait aujourd'hui ce que ça a fait, là, la merde, là, comment ça a pété. C'est vraiment prendre avec un grain de sel les notes de crédit. C'est un bon indicateur. C'est un des indicateurs qui peut être utile dans certaines analyses, mais c'est pas une preuve que tout se passe bien. En fait, le pourcentage de la dette par rapport au PIB est beaucoup plus pertinent dans une analyse que la cote de crédit. Parce que le gouvernement du Québec, le ministère des Finances est probablement plus avancé. Puis ça, je lance pas beaucoup de fleurs souvent au gouvernement du Québec, mais il y a certains tu ministères... devrais jamais. Non, mais soyons honnêtes. Encourage-les pas. Ta gueule, 2 minutes, là. Le ministère des Finances, c'est pas l'endroit où il y a le plus d'incompétents dans notre gouvernement. Il y a certaines personnes qui savent ce qu'ils font. Même, je te dirais qu'en 2023, on sent encore des relents du passage de Parizeau au ministère des Finances. Éventuellement, il y a une culture au ministère des Finances de prudence qui est importante. Dans la gestion de la dette au Québec, c'est surprenant de voir comment on le fait quand même bien. Contrairement aux États-Unis, par exemple, on va avoir beaucoup de dettes à long terme de notre côté. Même le dernier budget, j'étais surpris, quand j'ai parlé à quelqu'un du ministère des Finances, j'étais surpris de voir que malgré la hausse des taux d'intérêt qu'on vivait, le service de la dette n'augmentait pas ou augmentait très peu. Je me rappelle pas si je pense même qu'il baissait, je pense, dans la dernière année dans le budget. Là, je dis pourquoi, puis tout ça, puis il disait que la dette moyenne, la durée était quand même assez grande. On parlait de durée d'obligation moyenne, souvent en haut de 10 ans. Fait qu'il dit les titres qui viennent en renouvellement, on est encore capable de les renouveler à un taux plus bas qu'à l'époque. Puis ça m'a surpris parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'endettement dans les trésors publics, comme aux États-Unis, par exemple, que c'est beaucoup de la dette d'1 an, 2 ans, 3 ans. La dette de très court terme. Ce qui fait en sorte que l'impact est très grand sur leur service de dette quand il y a une montée des taux d'intérêt comme on a vécu. Mais il y a un conservatisme au ministère des Finances qui est quand même intéressant au Québec. Mais ça n'a rien à voir avec le niveau d'endettement qu'on a, là. C'est juste que les gens qui ont l'air de dealer la dette sont quand même relativement compétents. Puis c'est niaiseux ce que je vais dire là, mais c'est un des avantages des relents souverainistes qu'on a eus à l'époque. Dans le sens que la journée que le Québec a voulu se prendre pour un pays un peu, là, il a fait ses devoirs pour dire comment qu'une nation, pays devrait se comporter sur le marché de l'émission d'obligations, et ainsi de suite. Puis ils ont fait les démarches auprès de New York ou peu importe. Mais on a acquis une expertise au niveau de la gestion de la dette publique qui est pas négligeable au Québec. Honnêtement, j'ai beaucoup de difficultés à tirer des tomates aux gens qui gèrent la dette publique au Québec. Le bug, c'est qu'elle est trop grosse, mais ça, c'est pas de leur faute. Tu sais, je veux dire, c'est pas eux autres qui décident la quantité de dette qu'ils ont à gérer. Mais de la manière qu'ils la gèrent, ils la gèrent bien.
Ouais, je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que j'essaie de dire. Puis, le Québec a toujours démontré qu'il avait une capacité très grande à augmenter ses taux de taxation quand il était dans le trouble financièrement. Puis ça, les marchés financiers l'apprécient beaucoup. Puis c'est une des raisons pourquoi les agences de notation de crédit donnent une aussi bonne note au Québec. C'est qu'historiquement, le Québec n'a pas peur de taxer ses citoyens, puis les tatas, ils se laissent tondre. Grosso modo, là, c'est plus ça qui est caché derrière la cote de crédit, je vous dirais. Ouais, je suis prêt à. J'aime bien ton explication. Je pense que ça a fait le mythe 2 est complètement éliminé. Donc, l'idée que les cotes de crédit comptent pour beaucoup. Moi, c'est le mythe 3 qui me tape ses nerfs. Ici, là, ce qui montre, pour ceux qui sont en audio, c'est que la dette brute du Québec a l'air d'avoir baissé en ratio du PIB et qu'il y a une cible qui est de 45 et que la pandémie nous a ramené au-dessus de, de la cible pendant un bon moment. Mais l'affaire, c'est que ce n'est pas le bon indicateur à regarder. La dette brute, ce n'est pas la dette du secteur public. Parce qu'il y a d'autres entités publiques qui sont endettées. Et cette proportion-là est beaucoup plus élevée. Fait que là, je vais lire du rapport du dernier budget, la dette du secteur public, OK? Et là, rappelez-vous que les chiffres qui étaient là étaient sur la dette brute, étaient quelque part entre 45 et 50. Oui, exact. Les chiffres que je vais vous dire sont tous en excès de 55. Fait que 2020, la dette du secteur public, c'est 59,8. 2021, 63,8. Elle a augmenté? Ben, pandémie. OK. 2022, 57,5. Puis ça, c'est pas parce que la dette a diminué. By the way, la dette a augmenté d'année en Le PIB qui a année. monté. C'est le PIB qui a monté. Et présentement, pour 2023, c'est 55 Là, la raison que ça, c'est important, c'est parce que les autres parties du gouvernement, donc les hôpitaux, les écoles, toutes ces autres dettes-là, toutes les autres entités gouvernementales, ben, à un moment donné, c'est le gouvernement du Québec qui va devoir les couvrir. Donc, notamment, si Hydro-Québec, disons, demain matin, grâce au lubie de Pierre Fitzgibbon, devait se retrouver avec l'incapacité d'emprunter et que tous les créditeurs venaient pour demander le remboursement de leur dette, ben, c'est le gouvernement du Québec qui devrait payer. Tu ajoutes les municipalités et les universités, c'est là que tu arrives à 304 milliards, donc le 55 de l'économie. Tu ajoutes le fédéral, parce que le fédéral a fait encore plus de folie que le Québec. Eux autres, ils ont été débiles. Eux autres, ils ont été débiles. Le Québec est probablement dans la zone qu'on pourrait appeler la zone dangereuse. Fait qu'il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits. Et c'est un point de débat. Est-ce qu'il y a un point au-dessus duquel la dette du secteur public est tellement grosse que ça ralentit la croissance encore plus? Donc, est-ce qu'il y a une accélération? Et il y avait un travail qui est débattu à un certain degré, donc je donne des nuances pour les gens, qui met ce threshold-là à peu près à 90 Le Québec, toute dette confondue du secteur public, est clairement autour du 90 c'est-à-dire la zone dangereuse dans laquelle, une des choses qui se passe, c'est que s'il y a une crise, on est hyper fragile. Et deux, ça ralentit aussi la croissance économique en raison de ça. Le résultat des deux choses, c'est que donc la dette va être encore plus difficile. C'est une sorte de cercle vicieux où tu n'es pas capable de réduire ta dette parce que tu n'as pas assez de croissance, de manière un peu comme mécanique. Et simultanément, tu es plus vulnérable à une crise. C'est la pire zone dans laquelle être et on est pas mal là présentement. Puis, des gens vont dire, ouais, mais c'est malhonnête de prendre en compte le fédéral. Mais non, c'est pas malhonnête, puis je vais vous expliquer pourquoi. Une grosse partie du budget du gouvernement du Québec provient des transferts fédéraux. Historiquement, le gouvernement fédéral, quand il y a de la difficulté au niveau de ses dépenses publiques, quand son budget a de la difficulté à être équilibré, historiquement, on coupe dans l'armée, on coupe dans les transferts fédéraux, d'abord et avant tout. C'est là vraiment que, historiquement, le fédéral va couper. Ce qui devrait être une bonne chose. Je suis d'accord. Mais c'est l'affaire, c'est que ça va avoir un impact direct sur les prévisions du gouvernement du Québec éventuellement. Exactement. Deuxième chose, c'est que toi, tu as accroché plus sur le premier graphique. Moi, c'est sur le deuxième que j'accroche énormément. Service de la dette en proportion des dépenses consolidées du Québec. On voit que début des années 2000, le service de la dette coûtait aux alentours de 12 et maintenant, on est à 6,4 Donc, le graphique est tronqué parce que il faut prendre... Tu sais, il y en a tous les graphiques d'avant, il y a des prévisions, puis là, il n'y en a pas.
Pourquoi vous pensez qu'il n'y a pas de prévision de ce Parce que côté-là? ça a de l'air atroce avec les taux d'intérêt. C'est sûr que c'est dur de prédire les taux d'intérêt, don't get me wrong, mais c'est clair que ça augmente. Et c'est sûr que chaque fois qu'on disait, je te cacherai pas que ça fait plusieurs fois que j'ai crié au loup que ben, éventuellement les taux d'intérêt ils vont grimper puis ça va être difficile à gérer. Mais Mais là, on est là, dedans, là. Je veux dire, on peut pas dire ce que la Banque centrale fait va avoir un effet. Là. Je ben m'excuse, il n'y a pas exactement. de. Puis le wishful thinking des politiciens a toujours été l'inflation est temporaire, l'inflation est transitoire. Et ça sera pas trop pire. Les taux d'intérêt vont monter, mais pas tant que ça. Puis les taux d'intérêt ont monté juste dans les portions court terme. Les portions long terme n'avaient pas bougé encore. Puis là, remarquez, je viens d'utiliser le passé. C'est combien de temps à peu près que les taux moyen terme et long terme, donc du 10 ans, du 20 ans, du 30 ans, ont commencé à bouger à la hausse? Ça fait environ 3 à 4 mois seulement. Ça fait pas Ouais. longtemps. En fait, la raison pourquoi les banques centrales sont maintenant très tranquilles au niveau du taux directeur depuis quelques mois, parce qu'ils voient que oui, l'inflation baisse, donc ils n'ont pas besoin de rien faire. Mais une des raisons pourquoi ils n'ont pas besoin de rien faire, c'est que les taux de 10 ans ont monté. Donc, sans aucune action de leur part, malgré qu'on pourrait penser que le quantitative tightening est une forme d'action de leur côté, mais sans vraiment réellement annoncer des nouvelles interventions, la hausse des taux d'intérêt de 10 ans a un impact sur votre consommation, puis a un impact sur le fait que l'inflation commence à diminuer quand même pas mal. C'est l'affaire, c'est que dans un contexte de finances publiques, si les taux de moyen terme et de long terme montent, ça veut dire que quand le gouvernement du Québec a une dette de 10 ans qui vient à échéance et qui doit la renouveler, c'était vrai l'année passée qu'il était capable de renouveler probablement un taux semblable, peut-être même un peu moindre, mais depuis 3 ou 4 mois, c'est probablement plus le cas. Comprenez-vous ce bout-là? C'est que là, présentement, quand les dettes viennent en renouvellement, on est en train de les renouveler probablement à des taux plus élevés. Là. Tout simplement parce que le contexte des taux de moyen et de long terme a changé depuis 3 mois environ. Ça, c'est la nouvelle game en 2023. Les politiciens souhaitaient que les taux baissent rapidement. On vous disait que c'était sur le bord de baisser. Puis il y a des banques aussi. Tu sais, quand vous prenez les Morgan Stanley, les Bank of America, les Desjardins, les BMO qui sortent d'un média et qui vous disent taux d'intérêt, là, on s'attend à des baisses quand même en milieu 2024 assez importantes, tout ça. Je veux dire, arrêtez de prendre ça pour du cash. Là. Ouais, Ça, c'est du wishful thinking, ça. oui, Là. puis même non seulement ça, mais des fois, puis là, je vais faire un truc que je fais quand je donne le cours de macro aux étudiants. Je leur dis tout le temps, tu ne peux jamais raisonner à partir d'un changement de prix. Parce que tu ne sais pas exactement qu'est-ce qui se passe, c'est quelle courbe, parce que c'est la courbe de demande qui se déplace, puis la courbe d'offre qui se déplace. Ici, quand les gouvernements font des déficits, généralement, la présomption, c'est qu'ils augmentent la demande de crédit. Donc, les taux d'intérêt devraient grimper et l'effet, c'est que les investissements privés est évincé. Mais le gouvernement a une autre manière de pouvoir emprunter, d'augmenter la demande, mais de ne pas avoir les taux d'intérêt qui montent s'il est capable de s'attaquer à l'investissement privé. S'il est capable de réglementer l'investissement privé de telle sorte qu'il y en a moins, bien lui, en augmentant sa demande, il n'augmente pas le prix. Il augmente le prix relativement à ce que ça aurait été après qu'il ait réglementé. Mais si on fait juste regarder maintenant, il n'y a pas l'air d'avoir d'effet sur les prix. Mais la raison, c'est parce que l'État est en train d'attaquer l'investissement privé. Ce qui se passe avec ça, le résultat de ça, c'est qu'on a moins de croissance économique. Et si tu regardes une des choses qui s'est passée dans les dernières années, tu regardes les indices de réglementation, le Reg Data Dataset qui est fait par le Mercatus ici, qui le fait pour les provinces canadiennes, tu vois une grosse augmentation du fardeau réglementaire, qui est une manière de déplacer la courbe de demande d'investissement pour des fonds prêtables. Et le résultat, c'est que tu as moins de croissance économique. Mais le gouvernement a l'air d'être capable d'emprunter à des taux d'intérêt plus bas. C'est pas juste le Québec qui fait ça, c'est parce que le Québec s'inscrit dans ce que plusieurs pays dans le monde font. Il y a une grosse montée de la réglementation, du protectionnisme et toutes ces choses-là ensemble font en sorte que la courbe de demande se déplace un peu à l'intérieur pour les investissements privés, alors que l'État augmente. L'effet confondu de tous les investissements ensemble, ça n'a pas l'air d'avoir d'effet sur les prix. Mais le problème de ça, ça veut dire qu'on paye d'une autre manière le service de la dette. On le paie en ayant moins de croissance économique, donc que notre fardeau réel de la dette, parce que le fardeau réel de la dette, ce n'est pas le 6 qui est là, c'est le 6 relativement à notre revenu. Et qu'est-ce qu'on aurait eu comme revenu si l'État avait pas fait cette dette-là? Donc, le 6 qu'ils mettent, là, ajoute tes prédictions puis tout, c'est quand même un downplay
Ça Mhm. diminue le vrai coût réel de la dette publique. Janvier 2013. Vincent, question piège. Vas-y. Obligation d'épargne du gouvernement fédéral, qui a une meilleure OK. cote de crédit que le gouvernement provincial. Janvier 2013. Quel était le taux à ce moment-là d'une obligation 10 ans? 1%, 2%. 1,87 %. Ah, si, j'étais pas pire. J'étais pas Mais pire. maintenant, une obligation 10 ans qui vient en renouvellement aujourd'hui, on est 5, capable. 6. C'est à 3,83 %. Ah, tu vois, là, je l'ai pas eu. Même au mois d'octobre, là, c'était 4,05 %. Ouais. Ben, si les taux vont augmenter, ça veut dire que ça va être pénible en maudit de passer au travers de, de la crise. Puis ça revient au premier mythe qu'on avait dit. Puis janvier 2023, donc quand ils préparent leur budget, là, tout ça, on était à 2,8. OK? Ça a monté de 1 % pendant l'année. Là. 1 %, c'est pas gros. Non, non, c'est gros pour eux autres. C'est huge. C'est gros parce que de passer de 1,83 à 3,83, C'est 1 ou 2 milliards de c'est plus en x2 dépenses. en service de la dette. Fait que tu prends toutes les obligations de 10 ans qui venaient en renouvellement, ils te coûtaient un certain montant d'intérêt, mais soudainement, la hausse des intérêts sur ces obligations-là, c'est 100 %. C'est le double. Ouais, ben, ah oui, en fait, c'est le coût de la nouvelle dette aussi. Là. Fait que toi, ton déficit est encore plus coûteux à maintenir en plus. Aussi. Donc, tes actifs, parce qu'il faut que tu prennes la proportion des titres qui sont variables, parce que tu en as qui sont des. Là, je ne connais pas les détails du breakdown de qu'est-ce qui est dans la dette, mais tu as des perpétuités qui sont des titres qui sont. En fait, pas des perpétuités, mais des très long term qui ont des taux Ouais. fixes. Mais à un moment donné, le problème, c'est que si. Ça, c'est particulièrement pénible. C'est comme ça des fois que les gouvernements Ben, peuvent check créer des crises. j'ai ceux-là de plus de 10 ans. Fait un package d'obligations 20 ans, 30 ans. Puis je pense même qu'on a des 50 ans au Canada. C'était 2,32 à l'époque. Et aujourd'hui, on est à 3,62. Ouais. Mais ça aussi, il y a un truc qu'il faut mentionner, puis ça, c'est peut-être pas en lien avec les syndicats directement, mais quand tu veux t'acheter des actifs, là, tu achètes en fonction en partie du rendement. Si le coût les rendements des nouvelles actions sont beaucoup plus, des nouvelles obligations est plus intéressant que celui des anciennes obligations, toutes les banques qui détiennent des titres 50 ans à 1 %, mettons, c'est quoi la valeur de ces actifs-là sur le marché pour eux? Elle baisse. La valeur de ces actifs-là va baisser, donc leur book value va baisser. Et le résultat de ça, c'est que la crise fiscale peut causer une crise économique éventuellement parce que les actifs que les banques détiennent, des institutions financières détiennent, vont baisser en valeur relativement à cause du nouveau coût des émissions. Fait que tu peux avoir un effet de rétroaction qui empire la situation économique avec la dette publique. C'est hyper dangereux d'avoir une grosse dette publique, puis il n'y a personne qui a l'air de comprendre Puis, que oubliez pas ça. que l'économie du Canada tient avec une bulle immobilière présentement, dans le sens que les taux d'intérêt très bas, très longtemps, ont fait en sorte que les valeurs de l'immobilier ont monté beaucoup. Yep. Puis si on est dans une position qui a un repli au niveau de l'immobilier de 20 ou de 25 %, ça va changer beaucoup de choses au niveau économique au Canada éventuellement. Ouais, puis Puis ça va qu'est-ce qui causer des pourrait... grosses contractions. Là. Exactement. Puis qu'est-ce qui pourrait créer ça? C'est des taux d'intérêt trop hauts, trop longtemps. Parce qu'à un moment donné, le marché se maintient grâce à l'immigration, le marché se maintient grâce à la réglementation puis le zonage. Là. Fait que les prix des maisons, ils tardent à vouloir s'ajuster. Mais je veux dire, encore 2-3 ans de taux élevés, puis le marché va s'ajuster. Là. Il va s'ajuster de deux façons. Soit que le prix des maisons va dropper, ou que le salaire des gens va augmenter pas mal. Mais si le salaire augmente, vous comprenez que l'inflation, c'est pas fini. Là. Mais en fait, c'est pas, non, le salaire réel doit augmenter. Ça veut dire qu'il y a des gains de productivité. C'est présentement, là, si on veut éviter une crise, il y a deux choses qu'il faut faire. Puis là, je vais être hyper cynique. Je ne pense pas qu'il y a de manière de consolider les finances publiques. Parce que tous les ajustements fiscaux viennent toujours avec des grosses crises politiques. Même si quand tu regardes, quand les ajustements fiscaux sont faits en réduisant les dépenses, ça n'a pas l'air de créer une montée du populisme. Le résultat là-dessus n'est pas particulièrement. Quand c'est fait avec des baisses, des hausses d'impôts, c'est absolument atroce. Là, tu as une montée du populisme, tu as une montée des mouvements d'extrême droite puis d'extrême gauche. Puis c'est la mort, ça peut être la mort des démocraties. Je suis vraiment triste de devoir dire ça. Mais par contre, c'est pas vrai qu'en le faisant avec les dépenses seulement, les résultats ne sont pas pénibles.
présentement, si tu veux vraiment te sortir de la crise, comme la meilleure solution disponible, puis c'est poche à dire, c'est d'y aller avec des mesures qui augmentent la croissance économique. Il faut présentement, là, si tu veux te sortir du bordel dans lequel on est, la meilleure chose à faire, ça serait d'éliminer le ministère du Développement économique, de baisser les impôts sur les entreprises, de pogner tout le code de la Gazette du Québec, là, puis toutes les réglementations que tu spots dedans, tu passes un sécateur dedans, ou même tu l'élimines au complet, puis tu dis on va recommencer à zéro, puis on va les ajuster. As-tu vu la petite chose que j'ai mise sur Twitter, Facebook un matin, la subvention pour les pêches? Oui, pour les pêches. Ça, c'est ridicule. Mais tu sais, tu vois, t'abolis hey, ça. T'as-tu des hameçons, Vincent? On va te donner une petite subvention de 50%. T'as-tu un beau coffre à pêche? Hey, c'est ridicule que ça existe, des choses comme ça. Mais là, il faut vraiment, je pense que c'est la solution la plus facile, quote unquote, que tu peux utiliser, c'est d'y aller avec des mesures supply side qui permettent à l'économie de croître rapidement parce que l'état des finances publiques est vraiment atroce. Là, le prochain, c'est là que mon cerveau rationnel me dit OK, là, ils ne sont pas complètement dans le champ. Okay, par contre, je mets mes nuances tout de suite parce qu'à toutes les fois que je parle de ce dossier-là, le monde prenne juste la première moitié de ma phrase. Tu sais, ils n'ont pas été ajustés à l'indexation dans les derniers mois, dernières années, les gens au gouvernement. C'est le défaut d'être syndiqué et d'avoir des conventions qui vous donnent des salaires garantis dans le temps. C'est que quand l'économie bouge beaucoup, vous n'êtes pas compensé. Okay? Ça, c'est le défaut de tout ça. Puis je pense que ça fait partie de votre package deal. Mais regarde, la vie est ainsi faite. Est-ce qu'on devrait minimalement ajuster les salaires à l'inflation qu'ils ont vécu? La réponse est probablement oui. Non. Puis là, c'est là que Attends, tais-toi. Regarde, tu fais comme tout le monde, Carlis, tu t'arrêtes là. Mais c'est parce qu'il y a une nuance à tout ça. Il y a une nuance à tout ça. Non, tais-toi 2 minutes. La nuance étant la suivante. C'est important là, de payer les gens. Il y a des gens qui sont utiles au gouvernement, il y a des gens qu'on a besoin, évidemment. Puis là, vous pouvez mettre des infirmières et les profs en avant, puis les autres sont bien utiles, mais vous comprenez un peu l'idée, là. Il y a des gens qui sont compétents, puis on veut garder les bonnes personnes à l'intérieur au gouvernement. On a besoin des bons employés. C'est pas vrai, par contre, que votre masse salariale est toute nécessaire. Puis il y aurait moyen, facilement, de geler la masse salariale ou même de la baisser dans les prochaines années et de quand même vous donner une indexation sur vos salaires. Il y a du gras à couper. Il y a des gens qui devraient faire le boîte et sacrer leur camp du gouvernement. Il faudrait pouvoir en congédier. Il faudrait pouvoir réduire la force de travail. Il faudrait revoir le régop. Il y a plein de choses qui devraient être faites. Fait que si vous voulez, le mythe numéro 4, le gouvernement se lirait les mains avec les clauses d'indexation. Je suis 100% d'accord que vos salaires devraient minimalement être indexés à l'inflation. Je suis 100% d'accord. Par contre, il faudrait avoir le même contexte que dans le privé. Ta job, tu pourrais la perdre. Surtout si tu n'es pas compétent. Oui. Écoute, ça, je voulais juste te gosser, là. Puis je savais que tu allais réagir. Mais c'est parce que le monde, ils sont là. Oui, depuis quand vous êtes d'accord avec les syndicats? Mais oui, mais Chris, c'est pas normal qu'un employé du secteur public ne se soit pas fait indexer son salaire depuis 2 ans. Là. Okay. Parce que je le vois dans mes clientèles, les gens privés, il y en a eu de l'indexation. Je te dirais que je ferais un truc un peu différemment. C'est que je serais d'accord avec toi effectivement de garder les salaires à leur niveau actuel, avec l'idée que tu enlèves. Parce que, tu sais, quand tantôt je disais c'était de 6 à 9 %, c'était en moyenne, c'est ça que ça veut dire. Quand tu fais les tests, le résultat veut dire qu'en moyenne, ils sont payés de 6 à 9 %. C'est pas vrai que c'est partout pareil dans la distribution. Ce que je ferais, c'est probablement trouver des emplois stratégiquement qui peuvent être éliminés. Donc, c'est pour ça que je dis tout le temps, fais pas des across the board. Un peu ce que Ralph Klein avait fait, qui était across the board, on va couper tout le monde, ou tous les départements doivent couper 1 ou 2 %. Je préfère la solution on élimine les ministères au complet. On fait le ménage. On fait un ménage, on enlève les choses, on jette les choses qui devraient être dans. Les trucs que tu gardes dans le garage, là, puis qui prennent de la poussière, puis qui ne font pas grand-chose d'utile, tu les mets aux poubelles. Fait que le ministère du Développement économique, c'est le premier que j'élimine. Puis le ministère de l'Agriculture est éliminé à 90 %. Le reste devient une agence de réglementation des produits chimiques puis that's it. Reste sur le principe. Je veux dire, on se tape des grèves aux 4-5 ans toutes les fois que les hosties de convention vient en renouvellement. Puis ça veut dire des journées d'école manquées, ça veut dire des soins de marde. Vous comprenez un peu l'idée? Oh. On est tout écœurés. Minimalement, là,
On peut-tu ajuster le salaire à l'inflation puis Yep. arrêter d'en parler? Oui, mais après ça, tu coupes tous les emplois dans les ministères que tu viens d'éliminer. Puis les autres, pas besoin de baisser les salaires des infirmières ou des médecins dans un cas comme ça. Tu n'as pas besoin Hey, de couper les salaires des enseignants. Ça serait, honnêtement, à la limite, je pense que c'est beaucoup plus supérieur de faire ça. Fait que ton idée, je l'aime beaucoup. as-tu vu le tweet de Jeff Caron hier par rapport aux augmentations de salaire des députés? Non, j'ai pas. C'est magique. Depuis le début, Jeff, il est saignant. ouais, je l'adore. Jeff, il est Euh, saignant. écoute, depuis le début, tout le monde comprend que c'est stupide, les députés qui s'augmentent de 30% juste avant une négociation avec le secteur public. Ah, c'était une stupidité, là. Jeff a trouvé l'explication. Il est stipulé dans la loi, puis ça a passé. Tu sais, des fois, on fait l'analyse avec les articles de journaux, mais on ne regarde pas les lois comme telles. Hein. La loi qu'ils ont passée, c'est pas juste qu'il y a une augmentation de 30% dedans. C'est que dans le futur, le salaire des députés va augmenter en fonction de ce qui est signé avec le fonctionnariat québécois. Ça veut dire là, que le 10% qui est sur la table présentement, les députés vont l'avoir. Là. Tu comprends-tu l'importance d'augmenter de 30% avant de signer? Maintenant? Tu peux. Non, mais c'est-tu des hosties de croche, rien qu'un peu? Oh, oui. Mais tu sais, rappelons-nous que ma vision de la politique est absolument beaucoup plus cynique que la médiane des gens et encore moins que la moyenne des gens. Mais Il y a juste toi qui comprends cette joke poche-là. Là. mais oui, mais c'est ça. Imagine-toi mes étudiants qui entendent mes jokes. Généralement, là, les soupirs d'exaspération sont. Avec raison, baptême, Mais je m'alimente de ces soupirs je la comprends ta d'exaspération. joke, puis je la trouve même pas bonne, esti. Je m'en sac. La joke est pas pour vous, le gang. Celle-là, il y a des jokes que je fais qui sont pour moi. OK? J'ai pas besoin de toujours donner aux autres. Là. Aïe, là, on mythe numéro 5. Celui-là, j'ai une réponse. Regarde la source. Le salaire du secteur public... Regarde la source. Ouais, Regarde la source. Hey, il y a du monde en audio, calvaire. Arrête, là. Oui, je sais, mais... Les salaires du secteur public sont une dépense pour la société. Effet direct et indirect sur le PIB pour chaque dollar investi selon les industries. Service d'enseignement, 1,25 $. Attends un peu. Quand on met une pièce en enseignement, ça, c'est l'affaire de... Tu mets une pièce en culture, puis ça en génère 9 en retombées économiques. Là. Quelque chose de même. OK. Service de santé, tu mets une pièce en santé, puis c'est 1,22 $ de retombées économiques. Fonction publique... Hey, Attends peu, là. Attends peu, là. Tu mets une pièce en fonction publique, ça génère une pièce et 10. Hey, tabarnak. Non. Moi, je suis entrepreneur. Moi, des fois, je deal avec du monde du ministère. No, that's not true. Ils nous font perdre notre temps, ces hosties-là. Hey, travaux de génie civil. Construction résidentielle. Extraction minière de pétrole. Ah, le pétrole, ça... L'extrait du pétrole, ça génère rien, ça. Non, effectivement. OK, tu plantes un fonctionnaire, tu as 10% de rendement. Tu exploites un puits de pétrole, puis ça a juste 1% de rendement. C'est ça, là? Yep. OK, on arrive à la source maintenant. C'est ça. Iris. Exactement. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est l'Iris, comme toujours, comme la foi. Puis rappelons-nous une belle histoire, puis que j'avais bien aimé la réplique de Frank, qui était l'Iris avait sorti une étude disant que le privé coûtait plus cher en santé, mais ils n'avaient pas remarqué qu'il fallait compter qu'il y avait fallait que tu fasses une moyenne pondérée, pas une moyenne arithmétique des opérations, mais ils avaient oublié de compter que le capital, c'est un coût. Et là, la fille de l'Iris, lorsqu'elle est questionnée par un journaliste là-dessus, Francis Veil, elle dit « Ah, avoir su, je l'aurais inclus. » Et donc, depuis, le motto de l'Iris, selon moi, c'est « avoir su. » Hey, Et ici, c'est juste dans la face de la logique économique, ça ne fait aucun sens. Parce que si le rendement était de 22 présentement, en fait, premièrement, tu verrais un boom incroyable de
d'investissement dans des universités. Tu aurais plein d'universités privées qui apparaîtraient. Tu aurais plein de cliniques privées. En fait, ça veut dire aussi, par étrange, que si tu devais déréglementer et de permettre du privé en santé, tu permettrais à l'économie du Québec de croître de 22 pour chaque dollar investi. Non, mais Ben, pas quel de 22 22 bullshit de chaque pareil! dollar investi. Alors, ça ne fait pas de sens. Ce qu'ils ont fait, c'est ce qu'on appelle, c'est probablement la version, ce qu'on appellerait la version statique d'un multiplicateur fiscal. Puis ça, ils ont juste imaginé un cas où est-ce que tous les paramètres, je vais sursimplifier, mais il n'y a plus personne qui fait ça parce que pour la seule manière que tu peux avoir quelque chose comme ça, c'est que tu fais tout de manière linéaire, puis qu'il n'y a pas d'effet dynamique, puis il n'y a pas d'équilibre général. Non, mais Parce que, sérieux, parce que là. quand tu regardes la littérature Hey, sur qui les peut effets. Non, croire non, ça, il faut Vincent? vraiment que je le dise. Non, c'est juste. Ah, Il y a non, mais juste les, ça juste ressemble à les quoi risques. juste, ouais, mais attends, Juste les sociologues de ça, l'IRIS. ça ressemble à quoi un être humain qui croit à des conneries pareilles? Quelqu'un qui travaille à l'IRIS. Ouais, je sais, mais ça ressemble à quoi, Christy? Ça se lave-tu une fois par semaine? Je pense que oui. Non, non, mais ça se peut Je pas, pense que là. oui, mais pour Hey, faut que tu vrai, sois un fucking hippie pour croire à des niaiseries de même, là. écoute, je vais juste faire. Je vais Faut sortir que le un. stock soit bon, là. OK. Je vais sortir l'article de référence dans Hey, la littérature pour. je vais vous lire la phrase, ça vaut la peine, là. Pour chaque dollar supplémentaire investi dans les services publics, le PIB augmente de 1 pièce et 10 à 1 pièce et 25 selon les données de Statistique Canada analysées par l'IRIS. Tu investis 1 pièce en extraction pétrolière et ça ne crée que le PIB augmente de 1,01 $. Par contre, tu investis 1 $ dans ta fonction publique et le PIB augmente de 1,10 $. Dans quel monde de l'icône ceci est possible? Oui, mais attends, eux, ce qu'ils disent, il faut juste qu'on soit très clair. Eux, ce qu'ils font, c'est le dollar investi par le gouvernement. Le gouvernement peut investir de l'argent dans l'extraction minière. Eux, ce qu'ils disent, c'est que chaque dollar que le gouvernement investit dans l'extraction minière va générer 1% de rendement. C'est ça qu'ils ont fait. De toute façon, on ne veut pas que le gouvernement investisse là-dedans. Mais là, le modèle qu'ils ont utilisé, je le sais, c'est quoi ce modèle-là. J'ai pas envie de. Je pourrais en parler pendant 3 heures parce que c'est des maths, mais c'est pas ce qui est utilisé par les gens dans les banques centrales, par le ministère des Finances, par les économistes qui publient dans des journaux. C'est pas ce modèle-là qui est utilisé. L'article que je viens d'envoyer à Yann, qui Ouais, est l'article de référence dans le Quarterly Journal of Economics par Valerie Ramey. Valerie Ramey, c'est la dame qui a tout fait la littérature dans les dernières années sur c'est quoi l'effet d'augmenter les dépenses publiques d'1 $. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le multiplicateur fiscal. C'est quoi l'effet sur le reste de l'économie? Et le range de tous les estimés dans la littérature est entre 0,6 et 1,2. 0,6, ça veut dire que chaque dollar investi augmente l'activité privée de 6 sous. Donc, tu ne veux pas qu'il soit en bas de 1. de Parce que 60 ça, ce sous. que ça veut dire, tu as taxé quelqu'un puis tu as juste augmenté l'activité de 60 cents. C'est pas bon. En haut de 1, ça veut dire que tu as eu un bénéfice pour la société d'avoir taxé puis d'avoir investi toi-même. Maintenant, comment ça peut monter en haut de 1? Et là, c'est là la partie qui est importante. Ramey dit que les seules situations dans lesquelles tu peux monter en bas de 1, c'est quand tu es dans des récessions profondes. Parce que là, ce qui se passe, c'est que tu as plein de gens et plein de capital qui ne travaillent pas. Fait que d'en embaucher plus, tu ne changes pas tant que ça les prix. Tu n'as pas d'effet d'éviction. L'effet d'éviction qu'il y a du gouvernement de demander plus de ressources. Donc, c'est pas ce que Et tu fais, c'est quand tu le fais. exactement. Donc, le top du range qui dit que. Puis là, ça serait ce que l'IRIS dirait regarde, ça peut aller à 1,0 jusqu'à 1,2. Il y a une partie du range qui est ça. Premièrement, il y a à peu près 20 des estimés qui sont dans cette partie-là. Et ils sont tous concentrés dans des récessions très profondes, ce qui est l'argument keynésien pour intervenir. Mais là, je veux juste souligner une chose. On n'est pas en récession. On n'est pas dans la période. On n'est pas dans la période où le 1 à 1 point, le above 1 s'applique. On est du tout là. Et là, il y a des hypothèses dans ce que Ramey fait qui, moi, me mènent beaucoup à croire que même en récession, c'est probablement plus proche de 1, mais ce n'est pas 1. Puis une des raisons pour ça, c'est qu'une des raisons que le mécanisme fonctionne d'avoir le 1, c'est parce que l'économie doit être hyper rigide. Fait que la raison pour laquelle tu aurais un multiplicateur de 1, c'est parce que l'État a intervenu tellement qu'il rend l'ajustement par les prix très difficile. Donc, tu as plein de ressources qui sont licenciées.
Mais ça, ce que ça veut dire, c'est que pour que tu aies un multiplicateur de 1, tu as moins de liberté économique et dans des bonnes années, tu as moins de croissance. Fait qu'ici, pour avoir un 1, c'est un signe que ton État faisait de la merde pour commencer. Donc, avoir 1 et plus, puis ça, j'ai un article que je suis en train de préparer avec Stéphane Surprenant de l'Université du Québec à Montréal. On a commencé à préparer les bases de cet article-là. La prémisse étant que si tu es en haut de 1, ça veut dire que ton État est plus de la marde. Fait que si tu vas avoir en plus de 1, ça veut dire que dans des bonnes années, quand ça marche pendant des récessions, c'est parce que dans les bonnes années, ton État a moins de croissance économique et qui fait qu'une récession est plus extrême à cause de ce qu'il fait. Ce qui fait que lui peut même se dire « Je suis le héros qui sauve la journée ». Non, c'est toi qui as causé le problème, Batins! Fait que le 1 à 1.2, c'est de la bullshit. Fait que là, leur affaire à eux, ça fait zéro sens. Ils ont choisi une méthode qui leur donnait le résultat qu'ils veulent, alors que ce que la littérature dit permet un peu plus permet du 1 dans certains cas, si tu es keynésien ou non, mais ne permet pas que ça soit juste above 1. Fait que ce qu'ils ont fait, c'est du travail torchon, et comme tous les trucs de l'Iris, avoir su. Ça finit bien le podcast aujourd'hui, Vincent. Évidemment, on continue. Vous savez qu'il reste 3 mythes ou 4 mythes à répondre. Donc, ça va continuer sur la partie Patreon. Je comprends pas pourquoi vous n'êtes pas abonné encore. Sérieusement, là, la qualité du contenu est là. Si vous voulez avoir toutes les parties bonus depuis le tout début, ça prend l'abonnement VIP, parce qu'il faut le dire, là, le trio économique, c'est quand même le produit de podcasting que l'on produit le plus intemporel de la gang. Donc, vous pouvez vous abonner à Patreon pour ne rien manquer.